Bon, bah, bonjour à tous. Bienvenue et merci d'être venus si nombreux. Donc, bienvenue à cette présentation intitulée Le fonctionnel par la pratique. Oui, vous avez bien lu, le fonctionnel par la pratique. Donc en fait, le but aujourd'hui, c'est de montrer que la programmation fonctionnelle, c'est concret, c'est utile, et ça peut vous servir aussi bien chez vous le soir, quand vous bidouillez des petits trucs, que professionnellement dans votre entreprise, quand vous travaillez sur des gros projets. Donc on va vous montrer quelque chose de concret, et on va aussi essayer de vous distraire. C'est notre première conf, on va faire un truc pas risqué du tout. On va faire un live coding d'un jeu web devant vous. Voilà. Donc moi je pense que c'est pas mal, parce que ce sera l'occasion de montrer quelques patterns qu'on trouve intéressants, qu'on a envie de vous montrer. Après un live coding, bon, c'est toujours risqué. Moi honnêtement, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche, parce que c'est Quentin qui code, donc moi c'est pas mon problème. Okay. Donc voici Quentin. Donc Quentin, comme je le disais, son objectif aujourd'hui, c'est de ne pas se planter. Sinon, à part ça, ça fait 6 ans qu'il travaille à Murex. Le jour, il fait du C++. Et la nuit, il fait soit de la scale, soit du Clojure, ça dépend un petit peu. Et moi, je vous présente Guillaume. Donc Guillaume, il a une tâche délicate. Il va devoir meubler au cas où je me plante. Et vous distraire, faire des blagues et tout. Guillaume, ça fait 5 ans maintenant qu'il travaille à Murex. Il fait du Java. Et puis sinon, il cherche son langage, il teste des trucs, du Rust, des machins comme ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est. On s'en fout. On va faire du ClojureScript. Alors ClojureScript et Clojure, c'est quoi? C'est un langage fonctionnel. C'est un langage dérivé des Lisp, donc on va ouvrir beaucoup de parenthèses et si on ne se plante pas trop, on va enfermer à peu près autant. Ça tourne sur la JVM, ça s'appelle Clojure. Ça tourne sur JavaScript, ça s'appelle ClojureScript. On va utiliser ClojureScript aujourd'hui. Donc voilà, en gros, on est parti pour 40 minutes de talk. Théoriquement, on aura 5 minutes à la fin pour les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, gardez-les en tête. Et on essaiera d'y répondre à la fin. Ok, donc on a, selon le timing, allez, 5 minutes 28. On prendra peut-être 17 secondes de plus à la fin pour raconter une anecdote. Pour faire une petite démonstration de ce qu'est Clojure. Et on va faire ça dans le REPL. Donc le REPL, c'est pour Read, Eval, Print Loop. Donc l'idée, c'est un peu comme ligne de commande. Vous tapez du code, il est lu, il est évalué, le résultat s'affiche. Et vu que c'est une boucle, vous pouvez recommencer. Alors, c'est parti. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc en bas, on va taper des lignes de commande. En haut, on va avoir les résultats qui s'affichent. Donc là, on va commencer par la base. C'est un Lisp, on ouvre une parenthèse. Ensuite, on met un verbe. Un verbe, c'est typiquement une fonction. On met ensuite les arguments. On ferme la parenthèse, sinon ça ne marche pas. Et puis, on peut évaluer cette expression. Et magie, 1 plus 2, ça donne 3. Rassurez-vous, il y a d'autres fonctions qui sont dispo dans la librairie. On peut par exemple compter le nombre de caractères dans une chaîne de caractères, ce qui nous donne à nouveau une autre façon de calculer 3. Bon, on sait appeler des fonctions. On va peut-être essayer de définir une fonction. Ce serait pas mal, sinon on ne va pas aller loin. Alors on va se créer une fonction, addBroken. Pourquoi addBroken? Parce qu'en fait, elle va essayer d'ajouter A et B, mais elle va leur ajouter 1 en plus, parce qu'elle est toute pétée. Alors là, ça vaut le coup de parler un petit peu de la syntaxe. Donc en fait, ici, on a defn. Defn, on peut le voir comme un mot-clé qui va permettre de définir une fonction. Ensuite, c'est suivi du nom de la fonction, bon, addBroken. Sur la ligne suivante, entre crochets, on a les paramètres. Donc ici, on prend 2 paramètres, A et B. La dernière ligne, c'est tout simplement le corps de la fonction. On appelle plus, la fonction plus, et on lui passe 3 paramètres, A, B et 1. Donc, si on essaye... Si on essaie, on va avoir une fonction addBroken qui, quand on ajoute 1 et 2, nous donne 4. C'est un peu buggé ça, Guillaume. Voilà, donc ça donne une impression un peu bizarre quand même que quand on fasse add, ça donne ce résultat. Tu veux pas le commenter ou faire quelque chose pour que ce soit plus clair? Donc plutôt que de fixer la fonction, tu veux que je mette un commentaire. Ok. This add is broken, ça te va? Ok, donc là c'est beaucoup plus clair d'un seul coup. Ok. Donc voilà, c'est juste pour montrer en fait comment on peut intégrer des commentaires dans les fonctions et on va le revoir plus tard, nos fonctions seront commentées comme ça. Bon, on a vu donc les primitives, on a vu donc des strings, des entiers, on a vu comment appeler des fonctions, on a vu comment définir des fonctions. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre, ça va être les collections. On va en avoir besoin aujourd'hui. Alors la première collection qu'on va voir, c'est le vecteur. Un vecteur, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut indexer, grosso modo, qui stocke les éléments de façon séquentielle. Et un truc sympa en Clojure, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, c'est hétérogène, donc on peut mettre un nombre, une chaîne de caractères, puis un autre nombre, ça pose pas de problème.
Ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'on va pouvoir mettre notamment un vecteur dans un vecteur. Exemple, on peut se créer quelque chose qui va recommencer à ressembler à de l'HTML et dire « Hello, Devox ». Ok, donc ici, en fait, c'est assez intéressant. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le 2.div? 2.div, c'est ce qu'on appelle un keyword en Clojure. On peut voir ça un peu comme une valeur d'un enum. Okay. Ici, on a un premier vecteur, dont le premier élément, c'est ce keyword div. Et le deuxième élément, c'est un autre vecteur, dont le premier élément est le keyword h1, et le deuxième, la chaîne de caractères qu'on veut afficher. Donc en fait, on voit ici, on commence à sentir qu'on arrive à représenter quelque chose qui est proche de ce qu'on veut afficher à l'écran. Ce qui est sympa là, c'est que c'est du pur Clojure. Il n'y a pas de lib, il n'y a rien de particulier, c'est une pure data structure, c'est que de la donnée dans le langage Clojure de base. Bon, on a vu les vecteurs, on va avoir besoin d'une dernière chose, on va avoir besoin des maps. Alors les maps, c'est quoi? C'est quelque chose qui associe à une clé une valeur. Par exemple, l'événement du jour, c'est la Devox. Et on est l'année 2017. Voilà, on vient de créer une map. Cette map, on va pouvoir chercher à l'intérieur, et par exemple, on va pouvoir récupérer l'élément qui correspond à l'événement du jour. Hop, l'événement du jour, c'est la Devox. On va pouvoir, à nouveau c'est hétérogène, on va pouvoir mettre n'importe quoi comme clé, n'importe quoi comme valeur, et on va pouvoir mêler ça avec les vecteurs. Donc on va pouvoir par exemple faire une div, la classe ça va être le titre, et notre titre ça va être Hello Devox. Oups, Devox, comme ça. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est déjà assez proche de HTML, de ce qu'on veut rendre à l'écran, et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour construire notre application web. Bon, je pense que tout le monde est maintenant un expert Clojure ici, donc je pense qu'on va pouvoir avancer sur le jeu lui-même. Ok. Hop. Alors, on est un peu agile, mais dans le sens inverse, en fait, on va faire la démo produit avant de commencer le sprint. C'est moins risqué, en fait. C'est moins risqué, en fait. Ça marche bien. Donc ça, c'est le magnifique produit qu'on va essayer de bâtir aujourd'hui. C'est un tic-tac-toe. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Et donc, on a un panneau tout en haut, là, c'est un menu dans lequel on a le titre du tic-tac-toe. On a deux boutons, un pour recommencer une partie. On a un autre bouton qui consiste à annuler le dernier coup. On peut jouer, quand même. C'est chouette. Quand on gagne, eh ben, le nom du gagnant s'affiche en haut. On peut revenir en arrière. Et on peut recommencer la partie. Ça, c'est notre tâche d'aujourd'hui. Ok. Alors on va parler très rapidement un peu des concepts du jeu qu'on va utiliser. Donc le premier, c'est le concept de honneur. Le honneur, c'est tout simplement qui est-ce qui possède une case à un instant donné. Donc c'est soit la croix, soit le rond, soit personne si on n'a pas encore joué. En termes de code, on va le représenter avec 3 keywords, tout simplement, un pour la croix, un pour le rond, et un none quand personne n'a encore joué. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est de savoir sur notre grille de jeu qui possède les cases. Donc ce qu'on va faire, c'est assembler une grille 3 par 3. On va appeler ça un board. Sur ce board, on va stocker pour chaque coordonnée qui possède cette coordonnée. On va utiliser une simple map pour faire ça. Donc là, on voit à la coordonnée 0, 0 qui correspond en haut à gauche, on a la croix qui possède la case. En 1, 0, le cercle. Et ensuite, personne, puisque personne ne possède l'autre case. Ensuite, on a la notion de tour. Donc en fait, le tour, c'est le board qu'on vient de voir, avec juste une information supplémentaire qui est le prochain joueur qui doit jouer. Donc soit la croix, soit le rond. Pour le représenter, en fait, on a une map avec 2 éléments. Le premier élément, il a comme clé le keyword board, et on va lui donner le board que Quentin vient de présenter. Et le deuxième élément, sa clé, c'est le keyword player, et il contiendra soit la croix, soit le rond. Enfin, dernier concept, qu'est-ce qu'une partie au tic-tac-toe? C'est une succession de tours. Donc on va appeler ça un game, et en gros ça commence avec un tout premier tour qui consiste à avoir une grille qui est vide, en gros, il n'y a personne qui possède quoi que ce soit. Ensuite, le premier joueur va jouer la croix, par exemple, puis le rond, etc. Et donc on va avoir une succession de tours, et le dernier tour, le tout dernier tour, c'est le tour courant, c'est celui qui est affiché, et c'est celui sur lequel on va jouer ensuite. On met ça dans un vecteur, ce qu'on a présenté tout à l'heure, le tour 0 en première position, le dernier tour en dernière position. Alors parlons un petit peu de design avant d'attaquer vraiment le code. Donc on commence par la partie la plus simple. En gros, on a le modèle qui représente donc notre état de jeu. Et on a la vue, qu'est-ce qu'on veut afficher à l'écran. Et le but, notre premier objectif, c'est d'arriver à prendre ce modèle et à l'afficher. Pour faire ça, on va commencer par en fait partir du modèle et essayer de produire sous forme de data
exactement comme on l'a fait tout à l'heure dans le REPL avec les petits exemples, une structure de données qui correspond à ce qu'on veut afficher. Et puis après, on verra comment à partir de cette structure de données, on est capable d'en faire vraiment quelque chose qui va dans le navigateur. Bon, Ok. je pense que Quentin, maintenant c'est à toi de bosser, hein. Ok, cool. Moi j'ai fait mon taf. Tu m'abandonnes pas quand même. Alors, on va cleaner un petit peu le REPL, c'est quand même sympa. On vient pas les mains vides, parce que ce serait un peu long de tout refaire, le CSS, etc. Donc on va commencer de cet état-là. On a un menu avec le titre, comme on avait tout à l'heure. Il manque les deux boutons, et il nous manque aussi la grille. Et dans un premier temps, on va faire le rendu, et on va afficher ce qu'il faut sur cette partie-là. Donc le menu et la grille, on va assembler ça dans ce qu'on appelle une frame, et grosso modo, la frame, c'est ce qu'on voit sur l'écran. Alors, on commence par quoi, Guillaume? Je pense, commençons par le plus simple, on va faire un petit bouton. Un bouton. Allez, c'est parti. Donc là, on a une fonction qui s'appelle renderTopMenu. Cette fonction, c'est celle qui est responsable d'afficher la bannière qu'on avait tout en haut ici, avec pour l'instant que le titre. Que fait cette fonction? Elle retourne une data structure, comme on l'a vu tout à l'heure. Le premier élément de la data structure, c'est une div. Ensuite, elle contient un titre, h1, comme tout à l'heure, avec une fonction pour calculer le titre. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un bouton, du coup. Donc on a une fonction qu'on a déjà créée, qui s'appelle makeButton, qui est au-dessus, qui en gros retourne juste l'HTML qui correspond au bouton. On va lui dire que c'est le bouton qui correspond à l'action onRestart, et ensuite, on va lui donner un petit icône de flèche qui tourne sur elle-même, je ne sais pas comment on dit, et ça nous donne rien du tout, puisque, magnifique, j'ai pas rechargé le fichier. Ok. Oui, magnifique, j'ai mon bouton. Cela dit, c'est mystérieux parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est créer une data structure. Comment est-ce que ça s'affiche? Alors, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ce qui est sympa, c'est que là, Quentin, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a en fait créé sa vue sous forme de données, et tout derrière, c'est magique, ça arrive à l'écran, ça fait de l'HTML, ça fait du JavaScript. En fait, ici, il y a une brique qui s'appelle Regent. Regent, c'est un wrapper en fait sur React, sur la librairie JavaScript. Et en fait, c'est Regent qui va prendre en charge toutes ces transformations de la data vers tout ce qu'il faut pour l'afficher. Donc nous, on représente la data sous un format qui s'appelle lookup. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Si vous voulez plus d'infos, sur le format complet, vous pouvez chercher ça. Okay. L'intérêt de cette approche, c'est qu'en fait, on manipule, quand on représente notre interface, on est dans notre langage, et donc on a toute la puissance de closure pour le manipuler. On manipule que de la donnée, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec notre langage. Par opposition, par exemple, utiliser un langage de templating, déjà, c'est un nouveau langage qu'il faut apprendre. Parfois, il est limité, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les fonctions, on n'a pas toutes les librairies qu'on voudrait. Là, on n'a pas ce problème parce que c'est juste du pur closure. Bon, ceci dit, je pense qu'il faut qu'on s'y remette. Donc tu peux faire le deuxième bouton. On va avancer. Donc le deuxième bouton, tu dis, alors on va suivre la même recette. Cette fois-ci, c'est l'action pour annuler le tour précédent. Et on va se mettre une action qui est un icône, la back arrow, donc la petite flèche qui retourne en arrière. Et magie, ça marche. Bon, on va finir un petit peu le GUI. Donc là, on a le menu qui est fait. Il va falloir faire la grille. Donc comme on disait tout à l'heure, le menu et la grille sont assemblés dans ce qu'on appelle une frame. Donc on a déjà un namespace dans lequel on a une fonction render pour la frame. Et cette fonction, pour l'instant, elle n'appelle qu'une seule fonction qui rend le top menu. Donc on va brancher tout ce qu'il faut brancher. On va appeler le rendu du board, si je ne me trompe pas en écrivant. Voilà, render du board. On va lui donner les callbacks qu'il faut. Hop, et là, il ne se passe absolument rien. Pourquoi il ne se passe rien? Il va falloir rendre la grille. Alors comment est-ce qu'on va rendre une grille? Dans le jeu qu'on a montré, nous on a opté pour SVG, donc du dessin vectoriel. Pourquoi? Parce que c'est hyper simple à faire. Et donc on a quasiment tout prêt ici. On a une fonction renderBoard qui va normalement nous rendre la grille de jeu. Elle crée un panel SVG avec une certaine taille en pixels. Et là, ce vecteur ici, il est censé représenter les cellules qu'on a envie de rendre à l'intérieur de notre grille. Pour l'instant, c'est vide. Alors pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? C'est pour vous montrer le côté dont a parlé Guillaume tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de langage de templating. Alors, on va utiliser quelque chose qui sont les for comprehension. Si j'écris ça, pour chaque x dans la range 10, je demande un x, et ça va me retourner une collection qui va de 0 à 9. On va utiliser ça tout simplement pour générer les data structures qu'il faut pour nos cellules. Oups. Pour ce faire, je vais essayer de ne pas me planter. On va parcourir toutes les cellules du board et appeler une fonction qui est
qu'on a déjà préparée parce qu'elle n'est pas très utile à montrer, qui va gérer l'affichage des cellules. Hop. Magnifique. Donc là, on a notre grille qui s'est affichée en closure. On essaie de jouer, il ne se passe rien. On va donc passer à la suite, coder la logique du jeu. Alors, il ne se passe rien, c'est normal, parce que pour l'instant, on ne gère pas du tout les événements. Donc on va attaquer la deuxième partie de la boucle, qui est en fait comment je récupère des événements depuis ma vue et que je veux réimpacter mon modèle à partir de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe le modèle est immutable. Vous ne pouvez pas le changer. Donc en fait, à chaque fois qu'on va avoir un événement, quand par exemple quelqu'un va cliquer, on va prendre le modèle existant, on va prendre cet événement et on va générer en fait un nouveau modèle, qui lui aussi sera immutable. Mais ce nouveau modèle, il va être en haut du schéma et on va pouvoir le redessiner à l'écran et donc faire des tours comme ça et avoir notre interface qui suit les événements. Donc, quelques petites explications sur les fonctions qu'on va utiliser. Donc, globalement, en fait, on a la première fonction, on arrive qui s'appelle handleEvent. Donc, tous les événements arrivent ici. En gros, on fait le dispatch à cet endroit-là. Donc, on a 3 cas. Le premier, c'est on vient de cliquer sur New Game, donc on veut redémarrer une partie. On a le cas du undo, on veut juste revenir en arrière d'une étape. Et le cas où on veut jouer. Dans ce cas-là, en fait, c'est la fonction playMove. Et à l'intérieur de la fonction playMove, il y a une fonction qu'on va créer qui s'appelle nextTurn. Et nextTurn a pour but, en fait, à partir du tour courant et de l'événement qui dit j'ai joué à tel endroit, de générer le nouveau tour. Donc moi, j'ai fait mon boulot de design. Maintenant, c'est à toi de bosser. Ok, merci architecte. À ton service. Alors, donc, mon architecte m'a dit que j'avais une fonction handleEvent. Cette fonction handleEvent prend donc un ancien modèle, ce que j'ai appelé game ici, l'état courant du jeu, prend un événement et me retourne un nouvel état de jeu. Il se trouve que là, ça retourne l'ancien état de jeu. C'est pour ça qu'il ne se passe absolument rien, tous les événements sont bouffés et on retourne toujours l'ancien état de jeu. La première chose qu'on va faire, c'est fixer ça et se dire que dépendant des événements, on va vouloir dispatcher vers les bonnes callbacks. Donc on a un bouton qui correspondait à l'action restart. Quand on fait un restart, on crée une nouvelle partie. On ignore l'ancien game, on le lâche, on recommence quelque chose de nouveau. Quand on veut faire un undo, on va appeler notre fonction undo_last_move sur le jeu, qu'on complétera ensuite, qui nous permettra de revenir un état en arrière. Et enfin, le dernier événement, c'est playMove. Et dans le cas du playMove, on va gérer le cas de l'événement pour avancer d'un tour. Donc voilà, j'ai codé le truc, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi? Il va falloir qu'on code un petit peu la logique de jeu. Alors on va commencer par playMove. playMove prend l'ancien jeu, prend une coordonnée à laquelle l'utilisateur a envie de jouer, et pour l'instant nous retourne l'ancien jeu, donc ça avance pas très bien. Ce qu'on va faire, comme on joue toujours sur le dernier tour de jeu, c'est accéder à ce dernier tour de jeu, appeler la fonction nextTurn dont a parlé Guillaume tout à l'heure, qui va nous donner un nouveau tour, et ajouter ce tour à la liste de tours de la partie en cours. Donc on va créer un new turn, on va appeler la fonction nextTurn, qu'on complétera tout à l'heure, auquel on donne le tour courant, donc le tour courant du jeu, auquel on donne la coordonnée à laquelle on a envie de jouer, et le résultat, ce nouveau tour, on va l'ajouter à notre partie. Donc conj, c'est une fonction qui, en closure, rajoute à la fin d'un vecteur un élément. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Donc on a nextTurn, en fait, nextTurn qui va générer le tour suivant. NextTurn, qu'est-ce que je lui fais? Je lui passe le tour courant que j'ai extrait du game et je lui donne les coordonnées sur lesquelles je veux jouer. Cette fonction va me renvoyer le nouveau tour. Et là, avec la construction let, ce nouveau tour, je le mets dans l'expression qui s'appelle newTurn. Et ensuite, à la ligne suivante, comme l'a dit Quentin, on rajoute ce nouveau tour à la fin de notre vecteur qui contient déjà tous les tours qui ont été joués. Ok, on teste. Ah, il se passe toujours rien. C'est pas top. Aucune réaction sur quoi que ce soit. Il faut peut-être qu'on code nextTurn. Alors, nextTurn, on en a parlé, c'est le tour courant plus une coordonnée, et on va essayer de calculer le tour suivant. Jouer au tic-tac-toe, c'est quoi? C'est grosso modo quand quelqu'un clique sur une position, il veut la posséder.
Donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer qui possède la case en question. Alors, notre tour, c'est une map qui contient une clé qui correspond au board. Ce qu'on va faire, c'est modifier cette clé de façon à convertir la cellule qui correspondait à la cellule sur laquelle on a cliqué. Donc on va appeler pour ça une fonction qui s'appelle convertCell, on va lui donner l'ancien board, on va lui donner le joueur qui est en train de jouer et la coordonnée à convertir. On teste. Magnifique. Ouais, alors magnifique. Ok, ouais. ça marche. Là, globalement, tu viens de nous faire un tic-tac-toe avec un seul joueur. Donc c'est bien, au moins l'avantage c'est que c'est facile de gagner, mais c'est un petit peu limité. Donc ce serait bien d'essayer de faire quelque chose, quoi. J'ai dû oublier un truc quelque part. T'as pas écouté quand j'ai dit tout à l'heure que dans un turn, il y avait le board et il y avait le joueur suivant. Il faut que je change de joueur. Okay. Bon, on va... Désolé les ratés, hein. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'ajouter... Hop. On va donc changer la clé du board. Et puis le joueur suivant, on va appeler une fonction que j'ai déjà préparée parce que j'avais tout anticipé, qui s'appelle nextTurn. Je lui donne nextPlayer, je lui donne le player. Elle nous donne le player suivant. Donc ça, cette fonction est bateau, on ne vous la montre pas. Hein. Si on a la croix, ça nous retourne le rond. Si on a la rond, elle nous retourne la croix. On essaie. Magnifique. Je vais peut-être recommencer une partie, ce sera plus clean. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est mieux, mais il y a quand même un problème. Parce que ici, ce serait bien que le jeu se termine quand un des joueurs a gagné. Parce qu'après, ils vont s'engueuler et tout, ça va mal se passer. Ouais, là, Guillaume, je trouve un peu de mauvaise foi. Moi, franchement, j'ai bien travaillé et en fait, je pense que tu vois, la croix là, quand elle arrive là, le rond, il est civilisé, il va se ramener, il va faire OK. Je reconnais le fait que la croix m'a totalement dominé et j'arrête de jouer. C'est vrai que les joueurs sont connus pour être civilisés. C'est leur caractéristique principale. Non, sérieusement, il faut faire quelque chose. Tu veux que je code les conditions de fin de partie? Il va falloir que tu m'expliques. Moi, Ok. Alors, donc pour Quentin, nous avons les conditions de victoire au tic-tac-toe pour les nuls. Merci. Alors, donc le tic-tac-toe, quand est-ce qu'on gagne au tic-tac-toe? Tout simplement quand le même joueur a toute une ligne, toute une colonne ou une des deux diagonales. Comment on va représenter ça? En fait, on va se dire qu'il y a des ensembles de 3 coordonnées, par exemple là pour les lignes, et qu'en fait, si un joueur possède les 3 coordonnées de cet ensemble, il a gagné. Donc on a évidemment 0, 0, 0, 1, 0, 2 pour la première ligne. Si le même joueur, si la croix les a tous les 3, il a gagné. C'est vrai évidemment pour les lignes. On a la même chose pour les colonnes. Et enfin pour les 2 diagonales. Ce qui nous fait donc en tout 8 ensembles, chacun de 3 coordonnées. Et avec ça, s'il y en a un qui est complet, on sait que le joueur a gagné. Ok, c'est limpide. Alors, je te propose un premier truc parce que ça fait beaucoup de fonctionnalités d'un coup. On va se coder une fonction qui s'appelle solOwner. Et cette fonction, on va lui donner une grille de jeu, on va lui donner un des ensembles de positions dont tu as parlé, Guillaume, et elle va nous retourner si oui ou non un joueur les possède toutes. Et si un joueur les possède toutes, nous retourner quel est ce joueur, qui a gagné. Donc on a une grille, et ce qui va nous intéresser, c'est qui possède toutes ces positions. On va se créer un set, le set des honneurs. On va parcourir toutes les positions. Et pour chacune des positions, si je ne me gourre pas, on va récupérer qui possède cette position dans le board. Donc là, il y a quand même pas mal de parenthèses. C'est magnifique. Voilà. On va peut-être retourner à la ligne. Donc ça va nous permettre de récupérer dans un set, les honors, tous les honneurs. Et comme c'est un set, ça va éliminer les duplicats. Donc potentiellement, si on avait toutes les positions qui étaient gérées par un seul et unique joueur, en fait, on va avoir un set qui correspond à un singleton. Donc pour savoir si quelqu'un a gagné, il nous suffit de vérifier, est-ce qu'on a affaire à un singleton? Donc est-ce que j'ai affaire à un singleton? Donc ça, c'est pour créer un set. Est-ce que j'ai affaire à un singleton? Donc le seul possesseur de toutes ces cases, c'est le cercle, auquel cas le gagnant, c'est le cercle. Sinon, si le seul possesseur, c'est la croix, alors le gagnant, c'est la croix. Et puis sinon, dans tous les autres cas, s'il y a plusieurs possesseurs, ou bien si le seul possesseur, c'est personne, ça veut dire qu'on n'a pas de gagnant. Paf. Ok, donc en fait là, on va reprendre un tout petit peu la syntaxe, parce que c'est un peu plus dense que les autres fonctions.
Donc ce qu'on a au début, en fait, c'est un ensemble de positions. À partir de cet ensemble de positions, on trouve l'ensemble des honneurs. Ces honneurs, on les met dans un set, et comme on dit, le set, il va supprimer les duplicats. Si à la fin, mon set contient qu'un rond, le rond est gagné. Si par contre, il contient autre chose, ça veut dire soit qu'il y avait un rond et une croix, soit qu'il y avait une case vide, soit que personne n'a joué dessus. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun gagnant. Ok, donc ça, c'était la fonction qui nous permet de savoir si pour un set de positions, et Guillaume, tout à l'heure, a décrit le fait qu'on avait 8 ensembles de positions. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est chercher un ensemble de positions, tel qu'un prédicat qui vérifie est-ce que quelqu'un possède toutes ces positions, retourne vrai. Pour ce faire, on a une fonction qui s'appelle getWinner. Cette fonction getWinner va chercher parmi les ensembles de positions qu'on a appelé winning cell set. Donc c'est un vecteur de vecteurs. On va utiliser une fonction sum qui en gros fait une recherche avec un prédicat donné. Oups. Et on va chercher voir si on a un seul honneur pour ces positions-là. Donc cette syntaxe un peu bizarre là, c'est pour créer un lambda. Donc ça crée un lambda et le pourcent correspond à l'argument du lambda. On peut peut-être essayer cette fonction. Ah bah ça s'est updaté en live. Là on sait que le titre s'est updaté, la croix a gagné cette partie. On peut recommencer une partie. Hop. Est-ce qu'elle gagne encore? On peut peut-être prouver qu'il n'y a pas que la croix qui gagne aussi. Ça peut être pas mal. Eh oui, les cercles ont gagné. Ok. Cela dit, je peux encore jouer. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. On a la première étape. On sait détecter quand quelqu'un gagne. Mais il manque la deuxième partie du boulot qui est d'empêcher les gens de continuer à jouer, quoi. On code ça. Alors, donc on sait, en gros, ce qu'on a envie de faire, c'est d'arrêter de jouer si le jeu est terminé. Le jeu est terminé, donc on a une fonction GameOver pour savoir si le jeu est terminé, si jamais on a un gagnant. Si on n'a pas de gagnant, c'est que le jeu n'est pas fini. Maintenant, il va falloir se débrouiller pour que notre fonction d'avant, qui permettait de calculer le tour suivant, ne calcule pas un tour suivant dans le cas où il y a déjà quelqu'un qui a gagné, puisque c'est invalide comme cas. Tout ce qu'on va faire, c'est enrober le calcul qu'on avait avant, avec un if, si on n'est pas en game over sur notre tour, eh ben on avance. On peut essayer ça. Paf. Oups. Ça a disparu. Alors, ça c'était pas prévu. Le bug était prévu par contre avant, je vous jure. Donc là en fait ce qui se passe c'est que quand on n'arrive pas à calculer un tour, cette construction avec le if, en gros si le prédicat est faux, si on n'est pas en game over, on va calculer le tour suivant. Mais dans l'autre cas, on va juste retourner nil. Et donc ce qui va se passer sur l'écran, la raison pour laquelle la grille avait disparu, c'est qu'on essaie d'afficher nil, enfin nul, ça se passe pas très bien. Donc on va remonter un petit peu plus et au niveau du jeu se dire, si jamais mon tour est valide, donc on va transformer notre let en iflet, si jamais notre tour est valide, alors on l'ajoute à notre partie, sinon on l'ajoute pas et on retourne le jeu précédent. Donc alors là, en termes de syntaxe, globalement, donc on a le let de tout à l'heure, on exécute la fonction newturn et on met le résultat dans une expression qui s'appelle newturn. Et là, le fait de l'avoir transformé en iflet, en fait, ça revient à faire un if tout de suite après sur newturn. Si c'est vrai, c'est la ligne d'en dessous qui est exécutée et on ajoute donc notre tour au jeu. Et dans le cas où c'est faux, sachant que nul compte comme faux, eh ben c'est la ligne d'en dessous qui est exécutée. Dans ce cas-là, on renvoie le jeu tel qu'il était, c'est-à-dire le jeu inchangé. On n'a rien fait. On peut tester ça, vérifier. Ah, c'est bon, tu vois, je peux pas jouer. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Tu veux retenter une autre partie? Vas-y. Ouais. Il y a un truc qui m'étonne quand même. Essaye de cliquer sur une case où tu as déjà joué. Là, je clique, je te jure. Je suis vraiment en train de cliquer. Okay, alors, ce qui m'étonne, en fait, c'est que je vois aucun endroit dans le code où on a dit qu'on interdisait à quelqu'un de rejouer sur une case déjà jouée. Tu peux essayer de cliquer pile sur le rond vert. Tu veux dire, il y aurait quelqu'un d'assez sadique qui aurait mis la callback pile sur le bord? Ah, vas-y. Là. Regarde, il peut même pas m'empêcher de gagner. Bon. Donc on a un problème là. Ouais, non, mais en même temps, les gars de la QA, ils auraient jamais trouvé parce que tu vois, il faut cliquer. Les gars, ils vont cliquer au milieu, quoi. Il faut cliquer pile sur le bord. Franchement, qui va gauler ce bug-là, quoi? Non, alors,
c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le laisser sans rien dire, mais là, si tu regardes, ils sont quand même relativement nombreux. Donc maintenant, ils sont tous au courant, ils vont tous tricher. J'en vois quelques-uns qui n'ont pas l'air très honnêtes. Ouais, là-bas, c'est à toi que je pense. Ouais. Donc, Lui aussi, là. Lui aussi. Lui, là. Donc, non, tu déconnes pas, il faut faire quelque chose. Il faut corriger ça. Bon. Alors, un peu comme on s'était dit que si on a un game over, on joue pas. On n'a qu'à dire que si le move est invalide, on joue pas. Alors, invalid move, qu'est-ce que ça fait? C'est juste vérifier est-ce que quelqu'un possède déjà cette case. Donc au cas où on a quelqu'un qui possède déjà la case, on ne joue plus. On va peut-être tester ça quand même. Hop, on avance. J'essaie de tricher, je peux plus Je tricher. vérifie qu'il clique bien. Ouais, je clique, regarde. Donc c'est bon, il clique. Ouais, c'est bon, tu vois. Ok, Ah voilà, je l'ai fini ton jeu, mec. magnifique. Alors reparlons un peu de design en fait. Donc là, on a terminé notre boucle. Et en fait, le premier truc qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est très simple. Pourquoi c'est simple? Finalement, mon affichage, c'est je prends mon modèle et je l'affiche à l'écran. Quand j'ai un événement, quand je change quelque chose, je pars de l'événement et du modèle, j'applique une logique. J'applique une logique qui est complètement pure. Alors quand je dis pure, c'est par exemple, en maths, vous faites f de x. Si vous passez le même x à f, vous avez toujours le même résultat. En fait, en programmation, il y a plein de fois où c'est pas vrai. C'est pas vrai, par exemple, si vous avez des side effects. Si votre fonction, elle va chercher une variable globale. Si elle accède au réseau. Si vous appelez une méthode d'un objet, peut-être que ça dépend de l'état interne de l'objet. Tout ça, ça complique les choses. Ici, vous n'avez pas ce problème, parce qu'en fait, votre logique est pure. Le fait que ce soit pur, typiquement, ce que ça fait, c'est que ça rend votre système beaucoup plus facilement testable. Il est beaucoup plus prédictif et beaucoup plus facilement testable. On a un seul état ici, qui est le modèle. Tout est dans le modèle. Il est immutable en plus. Vous pouvez l'observer facilement, pas de problème. Et enfin, le truc qui est très intéressant, qui est très important, je pense, c'est qu'en fait, on manipule des événements métiers. Les événements qu'on manipule, c'est par exemple, un joueur a joué sur telle case. Okay, ça a du sens. On n'est pas en train de dire quelque chose comme quelqu'un a cliqué sur le 17e bouton en partant de la droite. Ouais, génial, quand c'est un code que vous ne connaissez pas, ça ne vous aide pas beaucoup. On n'est pas non plus en train, on n'est pas dans une situation où on a la vue qui, par exemple, manipule directement le modèle et va changer des données directement dans le modèle. Vous cliquez sur quelque part et le truc, il appelle un setter, il va modifier le 7e booléen dans un vecteur à la con et personne ne comprend ce qui se passe. Okay, donc le fait d'avoir des événements métiers, ça a beaucoup de valeur. Guillaume, on avait marqué sur le papier, je ne l'ai pas ici, mais on avait marqué CTRL-Z et on n'a pas fait le CTRL-Z. Ouais. Alors on avait vendu dans le speech qu'on était capable de faire un CTRL-Z en une ligne. Donc là, il reste 11 minutes 50 et j'ai une conclusion à faire. Donc il faut que tu me fasses un CTRL-Z en une ligne rapidement. Ok, il faut que tu me passes le slide. Ok. En fait, notre CTRL-Z, il va être relativement trivial. Pourquoi? On a défini une partie comme étant une suite de tours. On affiche le dernier tour, on joue sur le dernier tour, c'est juste le dernier élément du vecteur. Donc on prend notre vecteur, on vire le dernier élément, et ça y est, on a fait un undo. Donc c'est ce qu'on va coder. Hop. Ça va pas être très long. On a donc notre fonction undo last move qui pour l'instant prend le game et nous le retourne inchangé. Bon, une partie, il y a un cas subtil quand même, c'est si on a un seul élément dans notre jeu, on n'a pas envie de le virer, parce que sinon on ne sait plus quoi afficher. Donc si jamais on n'a plus d'un élément, on va appeler une fonction pop qui va virer le dernier élément d'un vecteur. Sinon, on va retourner le vecteur inchangé. On essaie. Est-ce qu'on peut? Magnifique. Tu vois, hop, ça marche même si les conditions de fin étaient remplacées, tout ça. Une ligne de 43 caractères. C'est pas mal, non? Ok. Alors, ici, c'est intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qu'on a fait exactement. En fait, ici, on a vu notre application, on a vu notre programme comme ayant une suite d'états, chacun une suite de valeurs, chacune étant immutable. Et en fait, on a fait ça plutôt que de voir notre état comme quelque chose de mutable qu'on n'arrête pas de changer. C'est ça qui nous a permis, finalement, de revenir en arrière, sans avoir, par exemple, à essayer de se souvenir de tout ce qu'on a fait, et de savoir rappliquer les choses à l'envers, et ce genre de choses. Ici, en fait, ce qui est important, c'est qu'on n'a même pas solutionné un problème. En fait, le problème n'a jamais existé. Et c'est un peu ça le message qu'on veut faire passer, c'est de dire, des fois, quand vous regardez votre problème d'une façon un peu différente, avec des outils un peu différents, vous vous rendez compte qu'il y a des catégories complètes de choses
qui sont parfois très compliqués à implémenter, avec beaucoup de lignes de code, beaucoup de bugs, qui en fait, le problème n'existe même pas, ça disparaît complètement. En plus, on a gagné d'autres choses. Premièrement, c'est rejouable. Comme je le disais, la logique est pure, le modèle est immutable. Si vous avez votre modèle et que vous avez vos événements, vous pouvez rejouer vos événements ailleurs, par exemple pour tester ou pour débugger, ça aura exactement le même effet, parce que vous n'avez pas de side effect. De la même façon, tout ça, c'est des données. Votre modèle, c'est des données, vos événements sont des données. Ça vous permet, par exemple, de les observer facilement. Ça vous permet de les sérialiser et de les stocker pour les rejouer plus tard. Ça vous permet de les sérialiser et de les envoyer sur le réseau. Tout ça, c'est facile à faire. La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est efficace? Parce que bon, là, on est bien gentil avec notre tic-tac-toe. L'état, il n'est pas très compliqué, il y a 9 tours au maximum. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se permettre de stocker tous ces états dans une grosse application? En fait, oui, on peut, ce n'est pas un problème, parce qu'en interne, Clojure utilise des persistent data structures. C'est-à-dire que nous, on voit une map, et par exemple, on va ajouter une clé dedans, et en tant que développeur, ce qu'on voit, c'est une nouvelle map, immutable, et on a toujours l'ancienne map, immutable aussi, on peut toujours s'en servir. Un peu comme si tout avait été copié. Mais en réalité, il est beaucoup plus intelligent que ça, et dans ce cas-là, énormément de choses vont être partagées. Ce qui fait que ces opérations, en fait, restent efficaces en termes de CPU et en termes de mémoire. Donc ça marche sur un tic-tac-toe, mais ça marche aussi avec une grosse application qui a de gros états compliqués, ou potentiellement vous voulez faire CTRL-Z 200 fois. Si on reprend le pattern et qu'on essaie de le pousser un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on pourrait vouloir gérer les événements serveurs. La bonne nouvelle, c'est que les événements qui viennent du serveur ou qui viennent de la vue, en fait, c'est exactement pareil. Ça reste des événements. La logique derrière reste pure. Donc en fait, on est complètement découplé de la source. Ça, encore une fois, c'est finalement un problème qui n'existe même pas vraiment dans ce cas-là. Le côté scalable, on peut se poser la question de dire, dans ce modèle où on tourne comme ça, je modifie mon modèle, et après, je vais faire tout le rendu. Mais finalement, si j'ai updaté seulement un petit bout, est-ce que c'est pas dommage de re-rendre tout le modèle? Est-ce que si mon application est grosse, ça fonctionne toujours? En fait, ça fonctionne, oui, parce que ici, React et Regent sont suffisamment malins pour détecter tout seul seulement ce qui a bougé. Et donc, en fait, vous le voyez comme si on re-rendait tout, mais en réalité, on va re-rendre à l'écran seulement ce qui est nécessaire. Et donc, ça marche très très bien, même sur des applications un peu plus compliquées. Alors, le dernier point, thread safe, c'est un peu plus une blague. Si vous avez envie de faire un tic-tac-toe multithreadé, par exemple, on ne sait jamais. C'est juste pour dire qu'en fait, les designs, les patterns qu'on a adoptés, ils vont grandement aider. Pourquoi? Ce qui nous pourrit la vie quand on fait du multithreading, c'est deux choses. La première, c'est les états mutables partagés. Ici, tout notre modèle est immutable. Donc déjà, ce problème a complètement disparu. Deuxième truc qui nous pourrit la vie, c'est les side effects. Quand vous êtes dans un monde multithreadé, les choses ne se déroulent pas tout le temps dans le même ordre, c'est pas prédictible. Difficile de savoir, tiens, l'appel réseau, un coup il passe avant, un coup il passe après, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on a toute notre logique de jeu qui est pure, sans side effect. Donc encore une fois, c'est toute une catégorie de problèmes qui disparaît. Et donc ça rend, typiquement, ce genre d'approche rend le multithreading, on va dire pas facile, mais beaucoup plus facile qu'avec d'autres approches. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Ce qu'on vous propose, c'est une petite conclusion rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Un des premiers trucs qu'on a vu, c'est que le fonctionnel, c'est accessible et c'est concret. On a appris une bonne partie, en fait, on a appris pas mal de choses en Clojure, suffisamment pour construire une application, certes pas très grande, mais qui tient, qu'on a pu développer en 30 minutes. Donc c'est pas quelque chose qui vit comme ça dans un nuage, c'est compliqué, etc. Ça s'apprend vite et c'est efficace. Pourquoi c'est efficace? C'est parce que c'est simple. Ce que disait Guillaume juste avant, on a éliminé une catégorie de problèmes, plusieurs catégories de problèmes en vérité. Et ce faisant, en fait, on a pas mal de choses sur lesquelles on n'a juste pas besoin de penser. Par exemple, le fait d'avoir utilisé React et Regent fait qu'on n'a pas besoin de se dire quelle partie de la vue je vais updater. On s'en moque. On update absolument tout et tout est efficace. On s'est débarrassé des side effects. Tout ça fait qu'on va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus productif. Et en fait, cette productivité, c'est un côté jouissif. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être puissant, ce sentiment de puissance, parce qu'en fait, on est capable d'avancer, de faire des choses, et finalement, on avance vite, beaucoup plus vite qu'avec d'autres technos. Et c'est vrai que c'est un côté tout simplement très sympa quand on développe, en fait. Enfin, le dernier point, c'est le côté source d'inspiration, parce qu'on peut se dire, peut-être que
au boulot, on n'a pas les technos, on n'a pas de langage fonctionnel, on n'a pas non plus entièrement le choix des outils. Mais en fait, il y a énormément de concepts dont on peut s'inspirer et qu'on peut réappliquer à énormément d'endroits. Typiquement, on parlait tout à l'heure d'immutabilité, on parlait de faire des choses qui sont pures sans side effect. Là, on l'a fait en Clojure, mais vous pouvez le faire dans à peu près n'importe quel langage. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'en inspirer. C'est pour ça que ça vaut le coup de regarder la programmation fonctionnelle, à la fois pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle peut apporter dans d'autres contextes. Merci à tous. Merci.